Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide des planètes pour juillet 2022. Bon, vous l'aurez remarqué, j'ai fait beaucoup moins d'épisodes ces derniers mois, alors maintenant, pour gagner du temps, je teste ce format un peu plus centré sur le système solaire. Le ciel profond, quant à lui, il fera l'objet de vidéos dédiées et indépendantes, mais aussi beaucoup moins fréquentes. Bien, sur ce, commençons par faire le bilan de notre ensoleillement grâce à ce tout nouveau graphique sur lequel j'ai travaillé récemment. Grâce à lui, vous pouvez maintenant constater l'évolution de la proportion jour-nuit au cours du mois, et ce d'un simple coup d'œil. Comme nous venons de passer le solstice d'été, vous pouvez constater que le soleil se couchera de plus en plus tôt, jusqu'à 21h15 d'ici la fin du mois. Mais pour nous, le plus intéressant, ce sera l'allongement de la nuit astronomique qui atteindra une durée de 5 heures, ce qui vous permettra donc de prolonger vos observations du ciel profond. Du côté de la Lune, il n'y a rien de spécial à vous raconter ce mois-ci, alors je me contente juste de vous afficher les dates de ces différentes phases. Mais afin de faire la transition avec les planètes, je vous informe tout d'abord des dates des différentes conjonctions entre la Lune et les planètes. Ce pourra être pour vous l'occasion de vous aider à trouver les planètes les plus difficiles à repérer, telles que Neptune et Mars lors de leur conjonction du lundi 18 et du vendredi 22. Mais sinon, la plus photogénique des conjonctions sera sans nul doute celle de Jupiter, puisque les deux astres ne seront séparés que de seulement 3 degrés dans le ciel. Vous l'aurez remarqué, l'intégralité des planètes ne sont actuellement observables que le matin, enfin, sauf Mercure qui passera bientôt derrière le Soleil et qui sera donc totalement inobservable ce mois-ci. D'ailleurs, les actualités en ont bien parlé et vous ont annoncé le grand alignement des planètes, sauf que non, géométriquement parlant, la Terre n'est absolument pas alignée avec les autres planètes. Bon, par contre, elles sont bien entendu toutes situées sur le même plan, celui de l'écliptique, et de ce fait, du point de vue de la Terre, nous constatons tous les mois leur déplacement sur cette ligne imaginaire traversant notre voûte céleste de part en part. Donc conclusion, ce que nous observons ce n'est pas un alignement mais un regroupement des planètes dans une portion bien particulière du ciel, notamment les plus brillantes d'entre elles, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Allez, j'en profite pour vous présenter un autre tableau sur lequel j'ai travaillé récemment, afin de vous faire un récapitulatif complet sur l'évolution des planètes au cours du mois. Pour commencer, j'ai pris soin de trier les planètes en fonction de leurs élongations au Soleil. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'observer celles qui ont la plus grande élongation, ce qui est d'ailleurs le cas de Saturne. En effet, d'ici le mois prochain, elle atteindra son opposition, c'est-à-dire son élongation maximum de 180 degrés. Vous noterez que j'ai placé à droite du Soleil toutes les élongations Est, c'est-à-dire les planètes qui sont généralement observables le matin ou en fin de nuit, et à gauche nous avons les élongations Ouest pour les planètes observables le soir. C'est notamment le cas de Mercure qui va changer de place dans le tableau au cours du mois puisqu'elle sera observable le soir à partir du mois prochain. En haut à droite de chaque case, vous avez la magnitude apparente de la planète, c'est-à-dire sa luminosité dans le ciel. Plus le chiffre est petit, plus c'est brillant, en sachant que cette échelle est calibrée sur l'étoile Vega qui possède une magnitude de 0. Mais comme certaines planètes sont plus brillantes que Vega, ne vous étonnez pas si vous voyez des chiffres négatifs, c'est tout à fait normal. L'exemple typique, ce sera Vénus et Jupiter qui resteront visibles à l'œil nu juste avant le lever du Soleil, alors que toutes les autres étoiles auront déjà disparu depuis au moins 1 heure ou 2. Ensuite, nous avons la taille apparente, c'est-à-dire la place que occupe la planète dans votre champ de vision. Alors bien sûr, à l'œil nu, elles nous apparaissent toutes très petites et c'est pourquoi cette mesure se compte en secondes d'arc. D'ailleurs, vous aurez sûrement noté que j'ai pris soin d'ajuster la taille des images afin de respecter les proportions entre les tailles apparentes des différentes planètes. Ainsi, vous comprenez mieux pourquoi dans un télescope il vous est plutôt facile de discerner des détails, notamment à la surface de Jupiter, alors qu'il vous est très difficile de ne serait-ce que localiser Uranus ou Neptune. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que Mars commence à être assez proche de nous pour permettre au gros télescope de discerner quelques détails, tels que son pôle gelé ou sa phase gibbeuse.
Et la phase, justement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement comme pour la Lune, c'est le pourcentage de portions non éclairées de la planète que nous pouvons voir depuis la Terre. Vénus et Mercure sont les plus connus pour nous présenter régulièrement des quartiers et des croissants. Par contre, pour les planètes situées au-delà de l'orbite de la Terre, les distances qui nous séparent ne nous permettent pas d'observer ce phénomène, sauf pour Mars qui nous présente actuellement sa phase gibbeuse croissante. Allez, je vous présente mon dernier tableau, celui des éphémérides des 4 lunes galiléennes. En effet, maintenant que Jupiter est observable pendant une bonne partie de la nuit, cela vous donnera de nombreuses occasions d'observer quelques phénomènes intéressants. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'une bonne paire de jumelles sera suffisante pour discerner ces 4 lunes. De ce fait, il vous sera tout à fait possible d'assister à leur disparition et réapparition lors des éclipses et occultations. Alors, juste pour rappel, une occultation, c'est simplement lorsque la Lune passe derrière la planète, alors qu'une éclipse, c'est lorsque la Lune passe dans son ombre. Pour savoir quand assister à ces deux phénomènes relativement faciles à observer, il vous suffit de vous reporter aux lignes jaunes et vertes de mon tableau d'éphémérides que je vous mets comme toujours en lien dans la description. Sinon, pour les possesseurs de plus gros télescopes et dans de bonnes conditions, il vous sera également possible de discerner les transits des lunes devant Jupiter avec assez régulièrement la projection de leurs ombres à sa surface. Là encore, vous trouverez toutes ces infos à ne pas manquer en consultant les lignes bleues et roses de mon tableau. Bon, voilà pour les planètes, alors même si je ne vous parlerai pas du ciel profond, je vous informe quand même qu'à partir du 20 juillet, vos soirées d'observation seront très certainement agrémentées par quelques belles étoiles filantes. En effet, si vous observez du côté nord-est, autour des constellations de Cassiopée et de Persée, vous assisterez certainement au début de l'essaim des Perséides qui débute justement à cette période. Mais ce sera aux alentours du 12 ou 13 août qu'il atteindra sa cadence maximum d'une centaine de météores par heure. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ont lieu les nuits des étoiles, mais je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Oh, juste avant de vous quitter, je vous garde un peu pour une annonce qui devrait fortement intéresser les Auvergnats. En effet, du 21 au 23 juillet se déroulera le festival d'astronomie Astro-Auvergne à Chamalières. Alors personnellement, je ne connais pas du tout, donc je vous laisse visiter le site de l'organisation que je vous mets en lien dans la description. Mais pour ma part, il y a de fortes chances que je m'y rende, donc bref, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, car c'est dommage, mais ce genre d'événement passe beaucoup trop souvent inaperçu. Bon voilà, pour ma part, il ne me reste plus qu'à reprendre le montage de mon épisode sur les rencontres astronomiques du printemps, et sur ce, je vous dis à la prochaine.